Qu'est-ce que vous pensez de la décision de Gilles Legendre? Il a bien fait de partir? Il a bien fait de partir, je crois pas qu'on puisse dire ça, mais si on veut montrer un nouvel élan, c'est bien que ça se fasse avec de nouvelles personnes. Donc nous avons maintenant un nouveau Premier ministre, c'est bien que nous ayons un nouveau président de groupe, mais je veux quand même saluer le travail qu'il a fait. Vous savez, nous sommes un groupe important, avec des sensibilités différentes, avec des sensibilités parfois divergentes, et il a fallu gérer tout ce monde-là pendant pas mal de temps. Donc bon, il faut aussi quand même saluer l'investissement de la personne et une fidélité sans faille vis-à-vis du gouvernement aussi. Donc tout Il ça, paye ça aujourd'hui mérite. la note qui avait filtré où il disait qu'il n'y avait pas de Premier ministrable dans ce groupe La République En Marche. Certains peut-être se sont sentis lâchés par le président Non, de je groupe. pense pas. Bon, si cette note est vraie, est vraiment écrite telle qu'elle a pu être diffusée, bon, c'est sûr que ça a créé certaines rancœurs, ça c'est certain. Mais je crois surtout qu'il paye le temps, c'est-à-dire qu'au bout d'un certain temps, eh bien, on a besoin aussi de changements, c'est tout. Mais enfin, moi, je salue le fait qu'il en ait pris l'initiative et qu'il le fasse, c'est bien. Qui pour le remplacer aujourd'hui? On voit que certains disent qu'il faudrait une femme. Vous voyez des candidates? Vous-même, vous Oh, êtes candidate? non, je ne suis pas candidate, voilà, que les choses soient claires, je ne serai pas candidate. Enfin non, je ne pense pas en tout cas, sincèrement, je n'y ai pas réfléchi. Maintenant, dire qu'il faut une femme, j'aime pas trop cet argument, c'est-à-dire il faut une personne qui soit capable de concilier tous les intérêts en présence. Les noms que vous citez, moi, me conviennent bien. François de Rugy me conviendrait très bien, Christophe Castaner également. Donc à voir si déjà eux ont envie de prendre la tête de ce groupe, parce que ce n'est pas simple. Bruno Millienne, c'est une sage décision de la part de Gilles Legendre d'avoir décidé de partir. Moi, je vois ça un petit peu de l'extérieur quand même, hein, parce que je ne fais pas partie de la Vous êtes République allié En Marche. modem, vous voyez ça de près quand Mais même? oui, oui, mais on voyait bien que la situation de Gilles devenait un peu intenable quand même. Donc c'est bien qu'il ait pris, lui, la décision justement de partir et qu'il l'ait acté ce matin. Comme ça laisse effectivement le temps aux divers candidats de pouvoir éventuellement faire campagne. Mais c'est compliqué, un groupe aussi important que ça à gérer. Il faut quand même rendre hommage aux différents présidents de groupe qui ont œuvré à la République En Marche. C'est très compliqué. C'est une mini-entreprise. Je pense que peut-être il y a des problèmes RH, peut-être qu'il faudrait plus de management intermédiaire, je veux dire. Mais voilà, après on verra. Bonne chance au suivant en tout cas. Pour vous, Pierre Cordier, il y a eu un lynchage de Gilles Legendre? Écoutez, je ne sais pas s'il y a eu un lynchage, mais en tous les cas, Gilles Legendre tire les conséquences d'un certain nombre de reproches qui lui sont faits par des membres de son propre groupe. Il faut dire les choses, il décide de partir. Ce qu'on peut retenir simplement, c'est qu'en politique, en l'occurrence ici, la loyauté ne paie pas, puisque c'est vrai que Gilles Legendre a été très fidèle au président de la République et au Premier ministre, et qu'aujourd'hui, il est poussé à l'extérieur du groupe. Simplement, moi, je me pose des questions sur la fameuse note que vous avez évoquée tout à l'heure, qui a fait couler beaucoup d'encre. Moi, je suis intimement convaincu que cette note, elle a filtré par quelqu'un de la majorité pour déstabiliser clairement Gilles Legendre. Il ne faut pas se voiler la face. On voyait Une bien qu'il entreprise était... de déstabilisation. Je pense, oui. Et quand on voit Gilles Legendre, qu'on le croise dans les couloirs, etc., et qu'on entend les conversations avec ses collègues, on voit bien qu'il est quand même tiraillé de toutes parts et qu'il a tiré les conséquences. Alors on lui laisse un petit peu de temps, le mois de septembre, pour pouvoir sans doute faire ses cartons et faire en sorte que la campagne électorale au sein du groupe puisse se faire peut-être sereinement ou éliminer d'autres candidats qui ne seraient pas souhaités par la présidence de la République ou par Matignon. Donc on va voir la manière dont les choses se passent, mais je suis un peu comme La mon guerre collègue est du ouverte. Modem. Oui, et puis c'est la démocratie, mais se faire remercier comme ça au bout de 3 ans, je trouve ça quand même un petit peu particulier. Et dans l'histoire de la Ve République, et quand on regarde... Rien ne le poussait à partir, Rien effectivement. ne le poussait à partir, c'est vrai, mais quand il y a une forte pression au sein du groupe, il faut en tirer les conséquences. Il en tire les conséquences, mais je trouve pas ça très élégant, de la part de ses collègues. François-Michel Lambert, c'est un départ qui est justifié pour vous ou on lui a planté un couteau dans le dos? C'est la République En Marche qui saura le dire. Juste, il a quand même enduré beaucoup. Après, il avait aussi sa propre personnalité. Mais moi, je reviendrai sur ce qu'a dit ma collègue Valérie. Et c'est vrai qu'au bout d'un moment, il y a l'usure et il faut le changement. Moi, je pense à 2022. J'espère que ce sera aussi un changement en 2022. Il faut qu'on ait conscience que Gilles Legendre essaye tant bien que mal de tenir une politique qui est déjà usée, alors qu'on nous annonçait le nouveau monde, qui n'est pas du tout en phase par rapport aux promesses. Et donc, avant que vous me posiez la question, moi, je ne souhaite qu'une seule chose, tout en n'étant plus à la République En Marche, c'est François de Rugy, président de ce groupe. Sinon,
jamais nous rentrerons réellement dans la transition écologique. Jamais nous aurons une majorité qui veut vraiment la vivre. Si nous avons Roland Lescure avec tout le Et c'est lui qui pourrait impulser ça à la tête du groupe majoritaire. Vous savez, la politique, elle est faite de symboles. Elle est faite de symboles. Emmanuel Macron en est la représentation même. Un jeune, moins de 40 ans, qui arrive, nouveau monde, c'était un symbole. Le programme était moins étoffé que peut-être d'autres. Il y avait un programme. Mais c'est surtout le symbole qui a emporté et qui a fait la victoire. Et bien de la même façon, moi j'entends, depuis 3 ans, transition écologique, j'ai quitté La République En Marche en même temps que Nicolas Hulot, parce qu'il n'y avait rien sur cette transition écologique. Et aujourd'hui, seule Barbara Pompili est toute seule dans ce gouvernement. À l'Assemblée nationale, vous n'avez aucun relais en la matière. Donc un homme comme François de Rugy, dont on connaît son parcours sur l'écologie, ancien ministre de la transition écologique, à la tête du groupe LREM, je dirais enfin le sujet est pris. Si c'est François de Rugy, est-ce que vous revenez au groupe La République En Marche? Non, la question n'est pas de revenir au groupe. Elle est là. Non, la question n'est pas de revenir au groupe La République En Marche. Je crois que c'est même pas ce que recherche le groupe La République En Marche. La question est de savoir est-ce que, quand le président de la République nous parle d'union nationale, on est en capacité d'avoir une base pour cette union nationale aujourd'hui. Force est de constater qu'avec Barbara Pompili toute seule dans ce gouvernement, avec Jean Castex qui a lu sa note hier sur la partie écologique, j'aurais aimé qu'il ait la même emphase et le même entrain que lorsqu'il a parlé de sécurité. Là, on a senti que ça venait de ses tripes. Quand il a parlé de l'écologie, on a senti qu'il lisait comme un bon préfet les notes qu'il avait. Donc, on n'est pas encore prêt. Ce sera un signal envoyé à ce que en tout cas. nous puissions aller. En tout cas, moi, je le dis, même si je n'aurais pas à voter, et j'invite mes collègues de La République En Marche à avoir le courage de soutenir François de Rugy et de l'élire président de groupe. Et en tout cas, cette élection aura lieu les 10 et 11 septembre lors des journées parlementaires du groupe majoritaire. Gilles Legendre s'en va alors que le groupe a affiché hier une large confiance à Jean Castex. Sa déclaration de politique générale a été approuvée par 345 voix contre 177. Le nouveau Premier ministre était ce matin devant le Sénat où il a annoncé le port du masque obligatoire dans les lieux publics clos dès la semaine prochaine et une conférence nationale du handicap. À l'Assemblée, hier, il a avant tout prononcé un discours sur l'unité de la France. On l'écoute. Notre pays doit être uni pour affronter les temps difficiles qu'il traverse. Je tends la main aux représentants de la nation, aux partenaires sociaux, aux forces vives, aux territoires, à tous nos concitoyens, pour qu'ils puissent s'impliquer le plus largement dans l'œuvre de protection et de reconstruction que je vous propose d'engager aujourd'hui. Alors on voit là Jean Castex, Valérie Gomez-Bassa qui tend la main à tous, qui veut ressouder la France. Emmanuel Macron voulait réconcilier les Français. Est-ce que 2 ans avant la fin du quinquennat, il n'a pas échoué justement dans cette entreprise? Est-ce que la France n'est pas plus divisée que jamais? Non, je crois qu'il est toujours temps, et c'est vrai que le Premier ministre a vraiment manifesté cette réelle volonté d'investir les territoires, de tendre la main aux corps intermédiaires, de les concerter, et pas seulement quand il y a un problème, mais vraiment au fur et à mesure des dispositions qui vont être adoptées. Donc c'est plutôt un signal fort, et bon, c'est un homme de terrain qui sait parler aux élus et des élus, et je crois que ça c'est fortement attendu, donc c'est une bonne chose, et nous on attendait ça également, donc c'est bien, pas de regret pour ce qui a été fait précédemment, parce que nous étions quand même sur une relance économique. Je parle avant la crise sanitaire, donc Édouard Philippe a fait un énorme travail avec son gouvernement, donc il ne faut pas avoir de regrets en ce sens. Je veux dire, le chômage, le taux du chômage le démontrait, l'attractivité économique le démontrait. Bon, il y a eu cette crise sanitaire, il y a cette crise sanitaire et tous les effets à venir. Donc maintenant, il faut vraiment être dans la conciliation et surtout travailler tous ensemble et qu'il n'y ait pas que des oppositions de principe. Alors, des oppositions de principe. Pierre Cordier, est-ce que vous resterez dans cette opposition dure finalement à La République En Marche? Vous avez voté contre hier la confiance à Jean Castex. Le Premier ministre vous a quand même tendu la main, donc vous refusez cette main tendue? Écoutez, je ne sais pas si les choses se mesurent dans cette perspective. Simplement, le groupe Les Républicains, dès le départ, a lui montré son ouverture d'esprit par rapport à un certain nombre de textes, et notamment par rapport à la confiance en direction d'Édouard Philippe tout au début de la législature. Et on voit bien au fur et à mesure des mois qui se sont passés que systématiquement, La République En Marche a repoussé les textes et les propositions de loi qui étaient déposées par le groupe Les Républicains. Donc, j'allais dire, dans un passé proche et dans des mandatures précédentes, à l'époque où il y avait
gauche et droite, droite et gauche. Il y avait des discussions, des échanges, des compromis qui étaient recherchés. On voit bien aujourd'hui que la République En Marche, seule, fait sa petite tambouille, si vous me passez l'expression, et qu'à partir du moment où un autre groupe peut avoir une idée intéressante, elle est systématiquement mise de côté. On le voit sur un certain nombre de textes. On pourrait citer les textes sur les anciens combattants. Ce matin, on a voté un texte concernant les congés qui pouvaient être donnés aux personnes les dons de travaillant dans congés les hôpitaux. transformés en chèques vacances pour les soignants. C'était une proposition de loi de mon collègue Maxime Minot, qui est député de l'Oise, les Républicains. Sa proposition de loi a été squeezée littéralement par la République En Marche, qui a dit c'est grâce à nous. C'était pareil avec la proposition de loi de mon collègue Gilles Lurton, qui avait déposé un texte concernant le fait que les anciens combattants puissent bénéficier de la carte pour les personnes qui avaient été en Algérie de 62 à 64. Son texte a été repoussé par le gouvernement et 2 mois après, comme par hasard, on a revu la proposition de loi sur le tapis déposée par la République En Marche. Donc cette ouverture d'esprit, nous on y est tout à fait favorable. On n'est pas dans une opposition systématique. D'ailleurs, on a voté 40% des textes déposés par le gouvernement. Donc ça prouve. Donc vous continuerez à le faire et à voter si vous êtes d'accord avec le gouvernement. Ce qui est intéressant pour le pays et ce qui est bon pour le pays, on le vote. Et par contre, on est aussi dans une opposition ferme, dans le sens où on est là aussi pour contrôler l'action du gouvernement et qu'il y a énormément de choses à dire par rapport à la manière dont les choses se passent au niveau du pouvoir exécutif et de sa majorité. Depuis le début du quinquennat, on a entendu aussi au Modem François Bayrou sous-entendre qu'il n'était pas suffisamment entendu. Est-ce que vous aussi, vous avez le sentiment de ne pas avoir été suffisamment associé à ce que faisait la République En Marche? Non, on va être très honnête, au début ça a été un peu compliqué. C'est vrai, mais je pense que la mise en place était compliquée avec une nouvelle majorité aussi, c'est aussi pléthorique, c'était un petit peu compliqué. Depuis, au fur et à mesure des mois qui sont passés, on a été de plus en plus entendu. Et en général, nous, on travaille bien en amont, hein, en fait, avec les ministères. Et finalement, les différences ne se voient pas au moment où les textes arrivent parce qu'on les a travaillés avant. Alors, on n'arrive pas à gagner tous les arbitrages, bien évidemment, mais je pense que personne n'arrive à gagner tous les arbitrages. Et puis, pour répondre un peu à Pierre Cordier, on a quand même fait un très beau texte. Gilles est parti sur un très beau texte qu'il a déposé, une PPL, qui est la prime de naissance, qui est versée au 7e mois de grossesse. Il était difficile de s'y opposer de la part de la majorité également. Mais c'est une ouverture d'esprit. Je me réjouis qu'après 3 ans, la majorité s'ouvre un petit peu. Ça fait plaisir. Je le dis d'autant plus parce que ça répond aussi à la question que vous m'avez posée. Ça faisait à peu près depuis Alors, Gilles, bien avant nous, mais depuis qu'on est arrivé en 2017, on se battait avec les Républicains, pour le coup, à chaque PLFSS pour avoir ce truc-là. À chaque fois, on se faisait renvoyer dans nos buts. On a attendu la PPL de Gilles Lurton pour que ce soit enfin voté. Mais finalement, on y arrive. Donc il y a effectivement un petit peu d'apprentissage à faire au niveau de la majorité aussi, d'accepter un petit peu plus les propositions de l'opposition. Nous, on est assez ouverts au Modem là-dessus. Quand ça tombe sous le bon sens, je vois pas pourquoi on le refusera. Quoi. Je vous donne la parole dans un tout petit instant. On repart salle des 4 colonnes où on va retrouver Clément Méric qui est aux côtés d'Hubert Julien Laferrière, qui est porte-parole du groupe EDS Écologie, Démocratie et Solidarité à l'Assemblée. Effectivement, Brigitte, et vous l'avez dit, hein, EDS, les 3 lettres de ce groupe, le E correspond à écologie. Alors, Jean Castex, dans son discours hier, a promis 20 milliards d'euros pour la transition écologique. Et vous avez voté contre la confiance au Premier ministre. Pourquoi ? C'est vrai qu'on a attendu pendant très longtemps un acte 2 qui n'est pas arrivé. Après, on nous avait dit, après le Covid, vous allez voir, rien ne sera plus jamais comme avant. Et effectivement, notre vote qui ne donne pas la confiance à ce gouvernement, c'est aussi de voir un gouvernement, finalement, où on prend les mêmes et puis on les change de place, quoi. Et on a l'impression que la montagne est accouchée d'une souris. Alors c'est vrai qu'il y a des annonces intéressantes hier, on ne peut pas le nier, notamment pour les étudiants. Et sur la transition écologique, 20 milliards d'euros pour notamment l'isolation thermique des bâtiments. Bien sûr, mais tout ça était déjà annoncé avant, l'isolation thermique des bâtiments. Mais tout est très flou. Et nous, ce qui nous a beaucoup gêné, si vous voulez, c'est cet empressement à vouloir voter une loi contre le séparatisme. Et par contre, la loi qui va reprendre les conclusions de la Convention citoyenne sur le climat est reportée à plus tard. Vous voyez, donc il y a quand même des choses qui nous gênent. Et vraiment, cette conviction que la loi contre le séparatisme est plus importante que le reste nous a un petit peu gênés. Moi qui étais maire d'un quartier d'habitat social, il n'y a pas besoin d'une loi. Il n'y a pas de risque de séparatisme aujourd'hui en France ? Bien sûr qu'il existe. Mais il n'y a pas besoin d'une loi. Il faut mettre les moyens sur l'éducation populaire, au profit des associations qui travaillent avec les habitants. Et là, on sent effectivement une priorité à ça qui nous gêne beaucoup. Et derrière, il y a effectivement un catalogue de mesures dont on espère qu'elles vont être mises en œuvre, mais pour lesquelles on voit beaucoup de flou. Et pourquoi vouloir opposer l'écologie qui serait positive
au décroissant? Pourquoi vouloir opposer les écologistes alors qu'on a besoin effectivement de rassembler tous les Français qui sont aujourd'hui attachés effectivement au règlement de cette urgence climatique? Pourquoi vouloir faire cette opposition? On a senti effectivement, encore une fois, alors que la France est fracturée, vouloir opposer les vrais écologistes qui seraient le gouvernement avec les décroissants, les dangereux décroissants. Je ne sais pas où sont les Vous n'avez dangereux pas aimé décroissants. ce distinguo, mais justement, face à une France fracturée, eh bien Jean Castex, il se pose un peu en porte-parole de la France silencieuse, celle qui ne dit rien mais n'en pense pas moins, la France du bon sens, a-t-il dit. Il veut s'appuyer sur les territoires. Est-ce que vous pensez que c'est la bonne méthode, justement, pour bâtir le monde d'après? Alors moi, je crois qu'il faut, effectivement, on a noté avec plaisir, on peut le dire, l'attention au territoire. Moi, je crois qu'il faut travailler davantage avec les territoires. Encore une fois, j'ai été maire, donc il faut davantage décentraliser, il faut travailler avec les territoires, mais avec tous les territoires. Et attention à vouloir travailler aussi bien avec les maires des petites communes, des communes moyennes, que aussi les grandes agglomérations qui aujourd'hui concentrent beaucoup de compétences. Et il faut pouvoir effectivement travailler un vrai maillage territorial. Et ça, on n'en a pas entendu parler. On a entendu cette attention aux maires qui effectivement ont perdu confiance dans le pouvoir ces dernières années. Mais l'attention au territoire, elle doit se faire partout. Merci beaucoup Hubert Julien Laferrière. Donc je rappelle que votre groupe a voté majoritairement contre, mais qu'il y a quand même eu 2 voix pour la confiance au nouveau gouvernement. Merci Clément Méric. François-Michel Lambert, vous aussi vous avez voté contre la confiance au gouvernement Jean Castex et pourtant vous êtes au groupe Liberté et Territoire. Alors le mot territoire, c'est celui qui a été le plus prononcé quasiment hier, presque une trentaine de fois. Vous n'avez pas été séduit par le discours du nouveau Premier ministre? Dans Liberté et Territoire, on est depuis octobre de 2018, on n'a pas attendu ces derniers mois pour nous prononcer par rapport au gouvernement, assez critique sur la vision en termes de transition écologique de ce gouvernement, même si on n'a pas le nom. Est-ce qu'il faut toujours mettre écologie dans un titre d'une structure pour qu'elle porte ce sujet? En tout cas avec Paul Molac, avec Bertrand Pancher, moi-même notamment, Frédéric Dumas, nous sommes reconnus très engagés sur l'écologie et je le dis depuis bientôt 2 ans. Moi je constate en écoutant notamment mes collègues Les Républicains qui se satisfont ou qui critiquent de se faire pomper leur proposition de loi. Je dirais quelque part, votre vision de société avance. Rien n'a été repris, que ce soit nos propositions de loi ou celles venant de l'extérieur, n'ont été reprises depuis 3 ans par ce gouvernement. Alors sur une simple déclaration, et je reviens sur ce que je dis, avec une seule ministre totalement isolée, Barbara Pompili, dans ce gouvernement, comment voulez-vous croire dans les mots qui sont 20 prononcés. milliards quand même annoncés pour le plan de relance et la transition écologique sur 100 milliards de relance. Quelle est la capacité à comprendre ce que c'est que la transformation? Et il y aura un projet de loi à la rentrée. Oui, eh bien qu'ils reprennent déjà tout ce qui a été fait précédemment, sur le quinquennat précédent. La loi Evasas, votée à quasi-unanimité avec les nouveaux indicateurs de richesse, passée à la trappe. La loi transition énergétique pour une croissance verte, où il y avait des choses à critiquer, mais il y avait des choses de construction. Même pas le droit d'en débattre dans l'hémicycle, quand j'en ai voulu en débattre, quand j'ai dit comment on s'appuie là-dessus, etc., c'était interdit d'en débattre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, La République En Marche et ce gouvernement essaient de nous faire croire qu'il n'y a rien eu, il y a un impensé, il n'y a pas eu de pensée écologique précédemment, ils ne s'appuient pas dessus, contrairement à ce qu'ils font par rapport aux Républicains. Et c'est ça qui est très dangereux. D'ailleurs, dans le discours du président de la République qui dit « moi je veux l'écologie du mieux et pas l'écologie du moins », qu'est-ce que ça veut dire? Vous savez, moi je suis engagé depuis 30 ans. L'écologie, c'est forcément la décroissance pour vous? Mais une forme de décroissance. La planète a ses limites. Notre trajectoire, 10 milliards d'habitants qui consommeront bientôt comme les Européens, ça passe pas. Il n'y a pas une deuxième planète qui va venir. Donc il faut décroître sur notre consommation de matière, mais il faut croître sur des biens. Et c'est pour ça qu'il y a des nouveaux indicateurs à mettre en œuvre. Où sont-ils? Pourquoi ça n'avance pas? Il y a deux visions de l'écologie. Pourquoi quand j'en parle, et notamment la précédente ministre de la Transition écologique, à part me bâcher, à part se moquer de moi, à dire que je ne suis pas un écolo, je trouve ça quand même très désagréable, parce qu'il y a 30 ans, nous n'étions pas très nombreux à nous engager, il n'y a zéro réponse. Donc c'est à un moment donné où il y a la volonté d'agir avec ceux qui savent, ou c'est juste un mantra, parce qu'en ce moment, comme j'ai pu voir dans certains programmes des municipales, il faut parler d'écologie parce que ça fait bien. Non, alors, Valérie Gomez-Bassac, vous revendiquez une autre façon de faire la transition écologique? J'entends ce qui vient d'être dit, je peux même comprendre certaines choses, mais c'est vrai qu'on n'a pas la même approche, parce que pour l'instant, ce qui est la priorité, c'est la relance économique par rapport à la crise sanitaire que nous venons de traverser, et on l'annonce bien à chaque fois, c'est d'en profiter pour faire une véritable transition écologique dans le même temps. Et tout ça, pensez aussi au niveau européen, parce que si
si nous ne repensons pas notre souveraineté européenne, si nous ne repensons pas nos règles de concurrence, si nous ne favorisons pas les entreprises à se relocaliser sur le marché européen, nous n'y arriverons pas. Donc il faut avoir une pensée globale. Et quand vous dites que Madame Pompili est isolée, elle l'a bien dit dans l'hémicycle, elle ne sera pas isolée. Justement, elle est là pour travailler avec tous les ministères. Et Bruno Le Maire en a également vraiment conscience. Donc je suis plutôt confiante en ce sens parce qu'on l'a vu pendant les municipales, parce qu'on le sait déjà depuis le départ, mais qu'il y avait d'autres priorités. Mais là, on n'a plus le temps et sur ça, je suis d'accord avec vous. Alors, autre précision faite hier par le Premier ministre sur le plan de relance, 100 milliards y seront consacrés, dont une quarantaine pour l'emploi, la priorité du gouvernement. 40 milliards seront aussi injectés dans l'industrie et 20 milliards à la transition écologique. Jean Castex compte suivre de près l'avancée des annonces. On l'écoute. Le gouvernement présentera tous les 2 mois un point précis de la mise en œuvre de ce plan de relance, de ses impacts et de ses résultats. Je souhaite qu'une attention particulière soit portée à l'allègement et à la simplification des procédures qui pourraient en retarder ou contrarier l'application. Pierre Cordier, 100 milliards pour la relance économique, même la transition écologique. Tout cela, ça peut permettre d'éviter une vague de plans sociaux et puis de faire la relance, une relance verte ? Écoutez, nous, au niveau du groupe Les Républicains, on a voté les 3 plans de finances déposés par le gouvernement pour aider les entreprises, etc. C'est quelque chose de très important. On n'a pas du tout fait de politique politicienne là-dessus. On est resté fidèle à nos convictions, mais on a pensé que l'intérêt du pays conduisait à voter ces textes déposés par le gouvernement. Je voudrais quand même revenir quelques instants sur l'écologie et dire à mon voisin ex-majorité La République En Marche que vous avez eu Nicolas Hulot, vous avez eu François de Rugy, vous avez maintenant Barbara Pompili, qui sont quand même 3 personnes qui étaient ou qui sont, je ne sais pas, vos amis politiques à Europe Écologie Les Verts, et que finalement, les choses n'ont que très peu progressé avec ce gouvernement. Donc moi, je me pose un certain nombre de questions. Et quand vous évoquez le fait que les Républicains ne sont pas en phase avec vous, etc., j'ai envie de vous répondre une chose. 1, vous n'avez pas le monopole de l'écologie, c'est le premier point. Deuxième point, les Grenelles de l'environnement qui ont été mis en place à l'époque où Nicolas Sarkozy était président de la République, c'est quand même des avancées que tout le monde peut reconnaître à gauche comme à droite, comme partout. Et le troisième élément, c'est que les mouvements politiques qui ont mis en place pour la première fois un ministre de l'environnement, c'était pas de chance des gens de droite. Donc vous n'avez absolument pas ça commence à bien faire. le monopole. C'est pas de moi, c'est Nicolas Sarkozy. Simplement, Ensuite, oui, mais peut-être qu'il l'a dit, mais je désapprouve cette phrase. Attendez, je vous ai pas coupé. Je vous ai pas coupé, laissez-moi terminer. Ce que je veux dire simplement, c'est que 3 éminentes personnalités ont été aux affaires depuis 3 ans, et aujourd'hui, vous n'êtes pas satisfait de la manière dont les choses ont été faites. Donc je vais vous dire, si demain François de Rugy est président du groupe La République En Marche et qui gère le groupe comme il a géré l'Assemblée nationale et son ministère, je pense pas que vous allez beaucoup avancer dans le domaine. On va peut-être lui laisser un peu le temps quand même. On va lui laisser un petit peu de temps. Juste éviter d'être critique sur François de Rugy parce que c'est trop facile et au contraire il faudra regarder son bilan. Je reviens quand même sur une chose, c'est quand on parle de on va changer, on va mettre l'écologie, on va mettre ce genre de terre, et qu'on a les mêmes ministres, parce qu'à part Barbara Pompili, on reconduit les mêmes. En responsabilité, c'est un peu comme... Non, je parle de ce gouvernement Édouard Philippe II à Castex. Ça fait 3 ans quand même. Je finis. Un Bruno Le Maire, on garde les mêmes personnes, Jacqueline Gouraud et d'autres, et qu'on leur dit, vous avez à changer complètement ce que vous mettiez en œuvre, ce n'est plus ça, vous allez passer à autre chose. C'est comme moi par rapport à mon médecin, quand ce n'est pas un problème de pied, mais que c'est un problème ailleurs, je change de médecin. Alors que là, on garde les mêmes. Alors, il y a la démocratie et les Français voteront, et peut-être qu'ils changeront de président. Les Français ne sont pas dupes, ils voient bien qu'on reprend les mêmes en faisant croire qu'on va faire une autre politique. Non, il n'y aura pas de politique de transition écologique. Et d'ailleurs, vous remarquerez que les ONG ne soutiennent absolument pas sur la relance, cette dynamique. 100 milliards d'euros consacrés à la relance, mais un plan de relance qui n'est attendu qu'à la rentrée. Vous regrettez, vous, que cette relance n'arrive pas un petit peu plus vite ? Oui, il y a déjà des choses sur la relance qui ont déjà commencé. Donc après, on aura le plan général effectivement à la rentrée. Moi, je voudrais revenir un petit peu sur le débat sur l'écologie parce que ça m'intéresse un petit peu. Ce à quoi on vient d'assister est exactement, pour moi, l'antithèse
thèse de ce qu'il faudrait faire au niveau de l'écologie. L'écologie, ce n'appartient pas à un parti politique. Mais qu'est-ce qui appartient à un parti politique à un moment donné? François Michel, je ne vous ai pas interrompu. Qu'est-ce qui appartient à un parti politique? Ça fait partie aussi des choses. Non, mais l'écologie, c'est On va laisser parler transversal. Bruno Millienne. Non, mais pourquoi le reste n'est pas transversal? J'ai interrompu personne. C'est mais transversal. Et l'écologie ne fonctionnera que le jour où elle sera acceptée par les citoyens sur le terrain. C'est pas en faisant des lois ou en faisant des gesticulations écologiques à l'Assemblée nationale qu'on va révolutionner l'écologie. Depuis les années 80, on essaye, ça n'a pas fonctionné. Ça n'a pas fonctionné. Donc, il y a eu le Grenelle. On a accouché de quoi du Grenelle? Rien. Il y a eu la loi Ségolène Royal. Rien. En revanche, quand on va sur le terrain et qu'on passe des contrats de transition écologique avec les territoires... C'est ce qu'a annoncé hier Jean Castex. Vous pensez que c'est la bonne voie d'entrée, du coup? C'est pour ça que je pensais que François Michel allait être sensible à sur ça. les contrats les locaux. Territoires, c'est important. Nous, on le porte aussi depuis longtemps. Il n'y a pas que liberté et territoire. Mais on le porte depuis longtemps. Dès que vous faites quelque chose sur le territoire qui a valeur d'exemple, qui est plébiscité par les élus locaux, accepté par la population, vous accélérez le processus. Dès que vous faites des choses depuis Paris, dans des grandes lois cadres, en interdisant certaines choses, en frustrant certaines personnes, ça ne marche pas. Il y a un moment, il faut être un tout petit peu pragmatique et réaliste et partir du terrain pour les grandes transitions, quelles qu'elles soient écologiques, énergétiques, sociétales. Si vous ne partez pas du terrain, vous êtes voué à l'échec. Voilà, vous regrettez, Valérie Gomez-Bassac, de ne pas vous être suffisamment appuyé sur les élus locaux depuis le début du quinquennat? Non, ça sert à rien d'avoir des regrets. Il faut juste en tirer les leçons et puis essayer de faire les choses autrement. Moi, sur ma circonscription, j'ai toujours travaillé avec mes élus locaux, donc déjà, je me sens pas du tout concernée. Genre avec mes 32 communes, ça se passe bien et j'ai les remontées de terrain nécessaires. Maintenant, on peut pas. Voilà, je crois qu'aujourd'hui, il y a urgence à travailler tous ensemble. Et puis on le voit, les différentes crises que nous avons traversées le démontrent aussi, parce qu'on a peut-être eu des périodes difficiles, mais je crois qu'elles vont être difficiles pour tout le monde si on remet pas la démocratie au sein du processus. Il y aura une loi organique sur la différenciation. Vous êtes d'accord pour voter finalement cette loi? C'est une nouvelle phase de décentralisation. C'est comme ça que l'a présenté Jean Castex hier. Écoutez, on verra ce qui sera proposé par le Premier ministre. Simplement pour rebondir sur les propos de mon collègue, quand on dit qu'il n'y a rien eu de fait depuis un certain nombre d'années, quand on est sur le terrain, moi j'ai été maire dans le département des Ardennes pendant une quinzaine d'années, toutes les lois qui ont concerné, par exemple, le tri sélectif, c'est pas si vieux que ça. La mise en place du tri sélectif, ça concerne nos concitoyens, ça part de la base. Toutes les lois qui ont été votées concernant l'assainissement, où avant, excusez-moi, mais les égouts allaient carrément dans les ruisseaux. Aujourd'hui, il y a des réseaux qui arrivent dans des stations d'épuration. Ça part de la base, mais je veux dire... Quand on fait une loi cadre, ce qu'il y a dedans, ça fonctionne pas. Il y a eu une impulsion quand même qui était faite. Il ne faut pas dire que depuis des années, au niveau des territoires, il n'y a rien qui est fait. Quand vous demandez à nos concitoyens ce qui a été fait dans le domaine de l'environnement, ils sont conscients que leur vie a changé par rapport à des choses que je viens d'évoquer. C'est insuffisant, on est d'accord, mais je pense que le problème écologique ne se réglera pas seulement à l'échelle française, mais qu'il faut envisager les choses au niveau européen et mondial. Et moi, les gens sur le terrain, ils me disent quoi? C'est pas nous, les 67 millions d'habitants, qu'allons régler le problème d'une planète où il y a 7 milliards 500 millions. Alors c'est vrai qu'il faut commencer quelque part, mais les gens sur le terrain nous disent aussi il faut que la problématique soit envisagée au niveau international et pas seulement national. Donc il y a une sorte aussi de réticence sur le terrain par rapport à ça. Ouais, ce débat devra se poursuivre dans l'hémicycle. Merci à tous d'avoir participé sur ce plateau. On passe à présent au Focus.